C'est parti, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle pause café avec l'UNADEV. Ravi de vous retrouver en cette fin d'année. Que de rencontres depuis maintenant presque 2 ans. Que de rencontres dans ces pauses café. On se promène un peu partout en France. On va partir du côté de la Bretagne. On va prendre le large en cette fin d'année avec un skipper, un champion, un homme qui adore la mer, et un marin et pas un marin d'eau douce. C'est François Jambou. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette pause café. Vous allez nous raconter déjà la récente aventure, puisqu'il n'y a pas très longtemps, vous avez participé à la fameuse route du Rhum qui a été un peu secouée et un peu retardée à cause des intempéries. Et puis, vous accompagnez des non-voyants, des malvoyants sur votre bateau qui s'appelle À l'aveugle. Première question, je vous vois, vous êtes comme moi dans cette pause café, on boit des trucs chauds. Ouais. C'est quoi votre rituel, vous, que ce soit sur terre ou en mer? C'est le thé, le café, la tisane, le chocolat chaud? C'est plutôt le café, j'en bois un peu trop d'ailleurs, il faudrait que je me attention. On arrive à se faire du café bien chaud sur un bateau, même quand on est au large, loin de toute terre? Ouais, 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 c'est un peu le réflexe, moi j'ai le réflexe d'en faire pas mal, on dort, il y a des moments où on dort très peu, donc on peut être tenté d'en boire beaucoup pour tenir. Ça fait un peu une présence, dans les longues nuits froides, d'hiver et voilà, je me suis un peu raisonné mais oui, c'est vrai que le réflexe, c'est plutôt café, ouais. Bon, ça se comprend un peu, parce que j'imagine que quand on est parfois seul en mer, il y a une charge mentale, il y a un environnement particulier, hein, on est bien d'accord? Ah bah, oui, 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 c'est sûr que c'est pas un sport, la course au large en solitaire du moins, c'est pas un sport banal. Mmh. C'est pas un sport banal et c'est pour ça qu'on aime bien faire participer nos projets à des amis, de la famille, ça peut être les sponsors ou les assos, avec lesquels on bosse et donc moi sur ce projet-là, j'ai bossé à vos côtés là sur ce projet-là, sur ce bateau qui s'appelait À l'aveugle Ouais, et le public que j'ai emmené, naviguer, il m'a vraiment touché et c'est un milieu que je connais pas parce que dans le milieu nautique, il y a plusieurs univers qui se côtoient pas forcément les uns les autres. Il y a plusieurs ouais. familles de marins, on va dire. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment une catégorie de navigants qui est non-voyant ou malvoyant et qui est vraiment passionné avec un circuit de régate et de compétition ou même de circuit loisir qui leur est consacré. Et j'ai appris plein de trucs. J'ai même progressé dans ma pratique. J'ai fait des très belles rencontres. Et ça m'a permis d'aller de l'avant et de faire un projet qui sortait un petit peu du commun, quoi. Puis de rencontrer des gens avec qui je vais garder contact et continuer à essayer de monter des projets à l'avenir. Donc ça, c'était vraiment le côté singulier de ce projet et c'est ça qui m'a plu, ouais. Alors ce projet, en effet, vous avez accompagné, vous êtes, montés à bord de ce bateau. C'est un classe 40, hein, c'est bien ça, François? Ouais, c'est ça. Donc il y a en bateau, de l'extérieur, on peut vite s'y perdre parce qu'il y a plusieurs catégories et on peut ne rien y comprendre. Mais en gros, il y a les multicoques et les monocoques et donc Mmh. un classe 40 est un monocoque. Et la classe au-dessus, c'est les IMOCA qui font le Vendée Globe. Donc nous, on est la classe juste avant, donc on fait aussi des transats, donc des transatlantiques en solitaire, etc. Mais le bateau fait 12 mètres au lieu de 18 par rapport aux bateaux qui font le Vendée Globe, et on ne fait pas de tour du monde sans escale. Voilà. Voilà, c'est Sinon, ça. c'est très ressemblant en termes de fonctionnement et on participe notamment aux mêmes événements sportifs. Il n'y a que le Vendée Globe qu'on ne fait pas à leur côté. Bateau un tout petit peu plus petit et vous accompagnez donc à bord. Vous avez vécu des aventures, très forte, hein, j'imagine. Déjà, rien que le nom du bateau, hein, À l'aveugle. D'ailleurs, sur la voile, hein, il y a clairement, l'association avec l'UNADEV, hein. L'UNADEV fait vraiment partie du projet. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, surtout, c'était pas qu'un nom sur la coque parce qu'on a fait naviguer du monde. Et ça, c'était vraiment bien. Et puis on a fait naviguer aussi Nicolas sur des événements sportifs. Alors Et le projet, malheureusement, ça aurait été parce il était censé y avoir des régates aux Antilles avec une transat retour, etc. On aurait voulu aller plus loin dans la démarche en faisant naviguer aussi un public qui était concerné par cette cause aux Antilles. Et sur le retour, bon, malheureusement, ça se fait pas parce que là, le bateau est en chantier suite à l'incident, mais le projet va continuer à l'avenir. Et donc, ouais, moi, j'ai fait des régates avec Nicolas qui est complètement non-voyant. Et donc, ouais, c'est sympa, ouais.
Et alors d'ailleurs, ce projet, donc Nicolas, il vous a accompagné comme un marin voyant, grâce notamment à la technologie, grâce à des penons électroniques qui ont été imaginés notamment avec Michel Desjoyaux, hein, c'est bien ça? C'est ça. En fait, Michel Desjoyaux, pour sa dernière transat, avait dit que grâce à cette invention, son but était de naviguer dans un fauteuil en chaussons pour sortir du bateau. Mais en gros, l'idée, c'est que nous, dans les voiles, on colle des brins de laine. Et Oui. ces brins de laine, ils vont flotter au vent. Et selon qu'ils soient collés à la voile, à l'horizontale ou à la verticale, ils me donnent une information sur la qualité de l'écoulement de l'air sur la voile et donc sur le niveau de performance du réglage de la voile. Et ça vous permet de savoir la direction du vent, La direction du vent, non, c'est plutôt l'angle entre l'angle. le profil des voiles et le vent. D'accord, Et ça, c'est un élément clé pour la performance. bien Le sûr. problème, c'est que ces penons, pour pouvoir les voir, il faut de la lumière déjà, donc ce qui veut dire que la nuit, c'est assez compliqué à regarder, ou alors il faut se pencher, sortir une lampe, etc. Et puis, vu qu'ils sont placés à des endroits sur les voiles où ils ne sont pas forcément bien visibles, c'est difficile de faire une veille et d'avoir l'œil toujours dessus. Et donc, en fait, Exactement. il y a une problématique commune aux non-voyants, parce que les non-voyants, ils peuvent intervenir sur pas mal de choses sur les bateaux, mais pas sur le réglage de voile, parce que pour le réglage de voile, il faut la vue. Et donc, c'est là où intervient cette invention, c'est-à-dire que les penons électroniques, ils vont renvoyer une information à l'oral via une appli qui a été utilisée, qui a été créée pour ça. L'application s'appelle Saranav. Voilà, la Sarana, c'était une appli qui donnait le cap, la direction, la force du vent. Les non-voyants pouvaient sélectionner les informations dont ils avaient besoin selon le contexte pour les aider à naviguer, et ça renvoie une information à l'oral. Donc, vitesse 5 nœuds, cap au 310, angle du vent 45 degrés, par exemple. Et ça en boucle, et puis on peut changer la fréquence et la nature des informations. C'est génial, hein. Ouais, ouais, c'est top. Et donc, ça, c'est une application finalement qui peut avoir un intérêt aussi pour les voyants, notamment sur les phases de sommeil, pas avoir à se lever, regarder les écrans, etc. Donc, quand je disais que j'avais progressé dans ma pratique, c'était parce que j'ai appris à utiliser des outils qui ne me seraient pas venus à l'esprit si j'étais pas sur ce projet-là avec Nico et d'autres. Et donc, les réglages de voile sont aujourd'hui intégrés sur Sarana. C'est-à-dire que ces penons électroniques qui n'avaient pas été créés pour les non-voyants au départ, bah, Incroyable. c'est un outil parfait pour les non-voyants, parce que aujourd'hui, sur un bateau, un non-voyant peut intervenir sur le réglage sans qu'un voyant lui dise t'es accroché, t'es décroché, ou ta voile elle est gonflée, pas gonflée. Là, aujourd'hui, un non-voyant, il est capable d'avoir des infos par lui-même, en fait. Et donc, ça tend vers plus d'autonomie sur le bateau. Et c'est en ça que bah, cette petite avancée technologique, elle fait hyper sens avec ce projet. Et donc, c'était assez intéressant. Ouais. C'est même une grande avancée technologique, hein, on peut le dire. Ouais, c'est une grande avancée technologique qui est pas faite pour les non-voyants au départ, hein, mais là, c'était parfait pour faire de la com pour cet outil-là. C'était incroyable parce qu'il n'y a pas meilleur public que les non-voyants pour prouver que ça marche, C'est clair. etc. Et après, nous, on peut en plus intégrer, mettre le pilote, enfin, faire un mode de pilotage en fonction de l'information que donnent ces penons-là. Donc, c'est-à-dire que nous, après, on peut aller encore plus loin que le réglage de voile. C'est-à-dire qu'on peut demander au pilote, euh, au bateau, de garder le même angle pour conserver un flux donné sur la voile. Et ça, c'est aussi une avancée technologique qui peut nous aider, nous, sur les bateaux, mais qui ne s'est pas encore démocratisée à l'ensemble des bateaux de course. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que bah, dans les discussions avec les autres skippers sur les paddocks avant le départ, ça a rendu le fait qu'il y ait des aveugles qui viennent naviguer, et qu'on puisse ces outils-là, ça a fait un peu le buzz. Et au final, Bien sûr. il y a beaucoup de skippers qui vont s'équiper. Là, une fois que les bateaux vont rentrer de la route du Rhum, le système va très vite se généraliser à l'ensemble de la flotte, je pense. François Jambaud, vous dites d'ailleurs que le bateau, la voile, c'est le seul véhicule que les non-voyants ou malvoyants peuvent vraiment piloter. Ouais, alors, bon, ça, c'est pas de moi, c'est de Nicolas.
qui Nicolas, a donc, lui, qui est non-voyant ouais, et qui a Nicolas vécu cette Rondouin, aventure. ouais, qui est champion d'Europe hein, de blind sailing, donc qui est un circuit pour les aveugles. J'ai vu les événements, c'est absolument incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et, euh, et donc, en fait, ouais, pendant une interview, il explique à la journaliste, mais vous savez, le bateau, c'est le seul engin qu'on peut, euh, C'est qu'on génial. peut, qu'on peut diriger et maîtriser par nos propres moyens, quoi. Bah, et puis, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, moi, en tant que voyant, me vient à l'esprit. Mais effectivement, un vélo, une voiture, C'est vrai. une moto, l'espace n'est pas suffisamment vaste, alors qu'un bateau est qui plus est au large. Là, pour le coup, il n'y a rien de plus vaste que ça. C'est plus vaste que le désert même. Mais du coup, ouais, les non-voyants sont en mesure d'intervenir sur le bateau. Alors, il y a un projet hein, derrière tout ça aussi qui s'appelle Cécivoile. Et j'ai cru comprendre que pour bien comprendre ce que Nicolas pouvait vivre, vous-même, en tant que skipper voyant, vous vous êtes mis en situation de handicap. Oui, donc on a fait le jeu que je me mette un petit masque et que j'essaie de me repérer sur le bateau, d'utiliser le pilote, etc. Et, mais c'est vrai que nous, là, donc en voile, il y a plusieurs disciplines. Hein, c'est un peu comme un athlétisme ou en sport auto. Il y a plein de disciplines différentes. Et c'est vrai que nous, en fait, en solitaire, on se prête déjà un petit peu au jeu, ne serait-ce que parfois, il faut dormir. Et donc, dans les phases de sommeil, on essaie d'avoir nos sens en éveil. Un bruit sur la D'accord. coque, ça peut nous réveiller, ça peut nous alerter. On a des alarmes, on a des choses comme ça. À contrario de la voile en équipage où il y a tout le temps quelqu'un qui fait la veille. Donc, c'est vrai qu'on est quelque part, nous, sur les marins qui pratiquent cette discipline du solitaire, on est déjà un petit peu en alerte enfin, on essaie de d'éveiller les sens hors de la vue Bien sûr. à l'environnement de manière à pouvoir être mis en alerte, même si on ne voit pas forcément le danger. Donc, c'est quelque chose avec lequel on travaille un petit peu, mais sur lequel on a essayé de mettre un petit peu plus de sensibilité là, sur ce projet au travers de ça. Et donc, il y avait vraiment plein de choses qui faisaient sens et qui faisaient écho à la navigation et même à la performance au final. Et donc, ouais, on s'est prêté au jeu de mettre un masque et de naviguer complètement à l'aveugle, donc tout le long du bateau. Voilà, j'ai des progrès à faire. Hein. Clairement, pour être à l'aveugle total, c'est pas évident, Hmm. mais oui, ça permet de mieux aussi appréhender les difficultés que peuvent avoir les gens qu'on accueille sur le bateau. Donc, ouais, c'est intéressant. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que sur la pratique de la voile avec les non-voyants, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais principalement sur de la navigation côtière Hmm. à la Oui, journée. Et au final, c'est là où les difficultés sont plus fortes parce qu'il y a plus de trafic, plus de balisage, plus oui. de manœuvres. Alors que la navigation hauturière au large est, je pense, plus adaptée à des non-voyants parce que l'espace est plus vaste, on fait des bords qui sont plus longs, on a le temps de plus se caler, les manœuvres peuvent être plus réfléchies, plus travaillées, plus anticipées en fait. Et donc, un non-voyant a plus de facilité à m'aider, par exemple, sur une navigation double au large qu'en côtier où il faut intervenir rapidement, etc. Ouais, c'est vrai. Ou sur un plan d'eau, hein, parce que il existe des accompagnements de voyants ou de malvoyants, de non-voyants sur des plans d'eau cadrés. Mais là, quand on est vraiment au large, ça change tout, on est bien d'accord. Ça change tout. Alors, par contre, aussi, on s'en est rendu compte, même si c'est quelque chose qu'on peut facilement appréhender, c'est-à-dire que il y a un apprentissage à faire. C'est-à-dire qu'on n'emmène pas une personne, même voyante, au large de but en blanc pour la première fois parce que c'est impressionnant. Il y a aussi des contraintes nouvelles qui se posent. Et, et c'est encore plus vrai avec un non-voyant. C'est-à-dire que Hmm. le bateau doit être connu, appris par le navigant. Et donc, il faut vraiment s'approprier le plan de pont, où se trouvent les bouts, les taquets, etc. Et ça demande aussi un temps. C'est-à-dire que Nico, quand il monte à bord, aujourd'hui, il connaît le bateau, mais ça lui a pris du temps. C'est-à-dire Bien que sûr. peut pas passer d'un bateau à l'autre du jour au lendemain avec le même niveau de performance. Ce que peut faire un voyant parce qu'on Hmm. s'adapte plus facilement à un nouveau plan de pont, etc. Alors, vous dites, La il y a... navigation au large, elle est possible que si Hmm. il y a un suivi en fait sur le même bateau avec ce public-là, sinon c'est compliqué. Bien sûr. Vous parlez d'apprentissage. Donc, votre expérience, vous l'avez transmise à Nicolas. Qu'est-ce qu'il vous a appris, lui, Nicolas? Ben, il m'a montré que déjà on pouvait faire de grandes choses avec avec des ressources qui moi me semblaient indispensables. C'est-à-dire que quand je rentre au port et que Nico me dit tiens François, qu'est-ce qu'il y a à faire, je lui dis bah faut aller mettre les pare-battages ou le taux de grand voile. Et en fait j'oublie le moi voilà, ça c'est ce qui m'a le plus frappé,
c'est d'oublier l'handicap de Nicolas quand on a un équipage. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, il se fond dans la masse, il intervient sur tout ce qu'il peut faire, mais jamais trop. Et au final, tous les gens qui ont navigué avec nous, et on a emmené sur le bateau, là, on a emmené des vieux briscards de la régate qui naviguent à haut niveau depuis 30 ou 40 ans. Puis à la fin, tout le monde a la même réflexion, c'est mais en fait, Nico, on a navigué avec lui en oubliant son handicap. Et ça, c'est le plus bluffant, je pense. Ouais. C'est le plus bluffant, même des fois, lui confier des tâches, eh ben, on se dit, bah non, mais s'il voit pas, il peut pas. Bah si, en fait, il va le faire différemment à son rythme, mais il va le faire aussi. Et ça, c'est ce qui nous a tous le plus marqué, je pense, sur le projet. Il y a eu un lien très fort entre vous, hein. Vous allez vous revoir, Ouais, vous avez d'autres envies de partir au large, là, hein? Nico, c'est la personne qui a vraiment le plus navigué avec nous. Le projet s'est monté sur le tard. On aurait voulu aller plus loin, faire d'autres choses, et on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on a voulu faire. Mais le projet n'est pas terminé. Le projet va continuer. Donc, il va y avoir aussi des choses de faites cette année avec le Classe 40, mais aussi avec l'association CCWAL qui va Bien essayer sûr. de mettre en place des activités un petit peu plus périodiques à l'année pour pouvoir emmener plus de monde. Parce que le problème du Classe 40, c'est qu'on a du mal à emmener 5-6 personnes en même Oui, temps. C'est pas ultra adapté. oui. Donc là, on essaie de trouver d'autres bateaux avec ces voiles pour emmener plus de monde Mmh. plus régulièrement en vue de les amener ensuite sur le Classe 40. Alors pour terminer, François Jambou, un petit mot quand même sur, cette route du Rhum. Vous êtes parti le 9 novembre dernier de Saint-Malo. Objectif, c'était d'atteindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Bon, ça, c'est pas fait, mais parce qu'il y a eu de la casse, mais, l'aventure fut belle? Ouais, bah déjà, vivre un départ de route du Rhum, c'est incroyable, hein. Enfin, je crois que dans les événements sportifs français, c'est le ou un des tout premiers événements sportifs en nombre de visiteurs. C'est clair. Ça dépasse le Tour de France à vélo, les Coupes du monde de foot dans certains pays. Enfin, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que le public, enfin, la voile en France, c'est un sport à part par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. On est vraiment le seul pays au monde où il y a un élan populaire autour de cette activité, quoi. C'est vrai. Même en Espagne, au Portugal ou en Angleterre, qui sont des pays qui ont une très forte culture maritime, hein. On Mmh. s'est mis sur la tête avec eux pendant des centaines d'années sur les océans. Enfin, la course au large est pas populaire comme elle l'est en France. Et donc déjà, il y avait cette rencontre avec le public, de pouvoir montrer nos bateaux. Et je crois qu'il y a eu 2 millions de visiteurs, c'est juste incroyable. Mais oui. Sur l'eau, il y a les hélicoptères, les avions. Enfin, c'était dingue. Et puis, le début de course, c'était hyper intéressant, avec des conditions qui étaient hyper dures. Moi, j'étais vraiment content du niveau de performance qu'on avait sur un vieux bateau, hein, sur un bateau qui est pas tout récent, et du coup le Mmh. niveau de performance est un peu amoindri par rapport aux derniers, aux avancées technologiques, etc. Et on était vraiment dans le bon paquet. On avait passé la dernière tempête, et la route s'ouvrait au portant avec les alizés, avec les vents portants pour les Antilles. Et puis l'aventure s'est arrêtée à 1000 km dans l'ouest de l'Espagne et à C'est 800 ça. km dans le nord des Açores. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. C'est un sport qui est cruel, hein. Les sports mécaniques, et ben, parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Là, on n'en a pas eu, mais le projet a été bien suivi. Dans mon malheur, j'ai quand même pu ramener le bateau par mes propres moyens. Et ça, c'est quelque Ouais. chose, en termes de symbolique, c'est quand même vachement important. Abandonner, c'est une chose. Abandonner son bateau, c'en est une autre. Et là, le bateau n'a pas été abandonné. Donc, j'ai mis 6 jours, hein, à rentrer, à atteindre les côtes espagnoles. Mais je suis rentré par mes propres moyens, sans demander d'aide à qui que ce soit. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que être autonome en mer, dans un monde où on est souvent un petit peu assisté, Mmh. moi, c'était important de rentrer par mes propres moyens et de ramener le bateau tout seul. Alors un petit peu, comme on dit, la queue entre les jambes, hein, parce que c'est jamais agréable d'abandonner une course et de pas aller au bout. Donc il y avait une partie échec quand même dans ce projet. Mais le bateau est arrivé à bon port. Moi, je me suis pas blessé. Là, le bateau, il est déjà dans un chantier. On va remettre un mât, on va remettre des voiles. Le bateau va très vite renaviguer, donc on va pouvoir
poursuivre ce projet, refaire naviguer Nico et d'autres non-voyants, et puis remonter des partenariats, des projets, refaire vivre, enfin bref, faire ce qu'on sait faire, quoi, du bateau, et puis transmettre la passion. Et voilà, tout ça, c'est pas aux oubliettes, c'est pas un échec, et ça va continuer. Et vous l'avez entendu, hein, François Jambou, il le dit avec une espèce de sérénité, un calme, alors qu'il faut avoir quand même une sacrée force mentale pour vivre une telle aventure qui comporte quand même des dangers, hein, réels, même s'il y a la passion derrière. Merci François de nous avoir transmis avec vous cette belle aventure et de la transmettre avec Nicolas qui vous transmet aussi. On a vécu, Ouais, on y était là, on était au large avec vous, on était avec Nicolas et vous. c'est sympa. Il faut que je passe Ah, aussi un petit mot aux deux skippers qui vont faire parce que le bateau s'appelle à l'aveugle, mais les skippers ouais, sont pas forcément les mêmes. Et donc, le bateau va participer à la prochaine Transat Jacques Vabre. ouais, Et là, je ne serai pas skipper sur le bateau. Les skippers, ça va être Rémi Rabet et Alexandre Le Gallet qui continuent à poursuivre le projet. Moi, je bien. viendrai m'incruster entre deux de temps en temps sur des courses en équipage, des convoyages et des choses comme ça. Mais le projet continue, même sans moi en tout cas. Mais je reste impliqué dans cette cause-là, ça c'est sûr, certain. Et nous suivrons donc la belle voile à l'aveugle avec l'UNADEV pour la Transat Jacques Vabre. Merci en tout cas François, merci beaucoup d'avoir témoigné dans cette pause café et on vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, de belles fêtes avec l'UNADEV et avec vos proches. On aura encore plein de rencontres de programmées en 2023, j'en suis ravi. On a aussi quelques petites idées pour encore plus communiquer avec vous en face à face ou à distance. On est en train de réfléchir avec les équipes de l'UNADEV pour vous accompagner au plus près et être encore plus présent ici et ailleurs. Bon vent, j'ai envie de dire. Ben ouais, merci. Et puis, on garde le contact. Et puis, peut-être qu'un jour, on se verra en vrai, parce que l'occasion ne nous en a pas été donnée. Euh, mais voilà, il y a plein de choses à faire en mer, en tout cas. Et puis, voilà, ça fait vivre un petit peu les projets, ça fait rêver les gens, et ça, c'est top. Merci beaucoup François, merci à tous de À nous avoir bientôt. suivis et à très bientôt pour une nouvelle pause café. Ciao. Ciao.